Les réformes à bon escient, c'est celles qui se donnent les moyens. Par exemple, la réforme du collège, on ne le dit pas assez, mais nous mettons 4000 postes supplémentaires. 4000 postes? Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle vaguement quelque chose. François Hollande propose de créer 60 000 postes durant ce quinquennat. Attendez, je crois que là j'ai du mal à comprendre. Vous pourriez me redire ça? François Hollande propose de créer 60 000 postes durant ce quinquennat. Avant d'aller injustement accuser Madame Vallaud-Belkacem de nous rouler dans la farine, je vous propose de vérifier où on en est de la précédente promesse de création de postes dans l'éducation. Le Monde de l'éducation du 5 novembre 2014. La moitié du quinquennat, 3856 postes créés. Bon, je vous fais cadeau des 4000 postes nouvellement promis par la ministre. Il en reste plus de 56 000 à créer d'ici la fin du quinquennat. Je vais vous laisser tirer vos propres conclusions sur cette nouvelle promesse. La réforme du collège, elle a vocation à faire mieux réussir, mieux apprendre tous les collégiens, mais aussi à lutter contre un certain nombre d'inégalités qui s'étaient creusées ces dernières années et qui nous donnaient un collège à 2 vitesses. Najat, il faudra que tu m'expliques en quoi la suppression des offres diversifiées qu'étaient les bilangues et sections européennes pour les plus forts pourrait aider ceux qui sont en difficulté. Dans lequel vous aviez des enfants qui avaient la chance de pouvoir bénéficier d'un système d'options, d'un système de classe bilingue, d'un système de section européenne, auquel d'autres n'avaient pas accès. Soyons sérieux. Crois-tu vraiment que c'était une question de chance? Les sections européennes étaient proposées dans la quasi-totalité des collèges de France, et elles étaient ouvertes à tous ceux qui souhaitaient approfondir une langue vivante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Éducation nationale lui-même. On comptait en 2010 près de 5800 sections européennes sur les 7000 collèges de France. Elles étaient donc proposées dans 82,86% des établissements. L'élitisme pour tous, qu'est-ce que ça signifie? Mais je le demande à M. Bayrou, qu'est-ce que ça signifie l'élitisme pour tous? Ça signifie précisément offrir le meilleur à chaque collégien. Par exemple, le latin et le grec. Considérons, et je le considère, que c'est en effet extrêmement vertueux que d'apprendre la civilisation, la culture antique, voire la langue latine ou grecque. Najat, comment peux-tu oser dire une chose pareille? Le latin et le grec étaient enseignés avant ta réforme. Certes, c'était une option, mais pour ceux qui souhaitaient la suivre, cette option permettait vraiment d'apprendre une langue ancienne dans tous les collèges de France, parce qu'elle était enseignée 2 heures par semaine en 5e, puis 3 heures en 4e, puis 3 heures en 3e. Ces dotations horaires étaient allouées à tous les collèges et les programmes de ces matières étaient publiés au journal officiel. Avec ta réforme, les programmes de latin ont été supprimés. Le pays langues et cultures de l'Antiquité dont tu nous rebats les oreilles est une mascarade, déjà parce qu'il n'existera pas dans tous les collèges, puisque chaque établissement n'est tenu de proposer que 6 EPI sur 8. Ensuite, cet EPI ne représentera, on ne sait toujours pas, qu'1 heure ou 1 heure et demie par semaine. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il ne durera qu'un seul semestre. C'est ridicule. Faites le calcul. Sur 35 semaines d'école par an, cela représente, selon le cas, entre 17 et 25 heures de cours par an. Comment peut-on sérieusement prétendre enseigner une langue avec ça? C'est un assassinat, et tout le bien que tu dis du latin et du grec, c'est un éloge funèbre. Le fait que vous ayez un enfant sur 4 qui sorte du collège sans maîtriser le français, avec les programmes actuels, avec les pratiques pédagogiques actuelles, M. Brigelli, ça lui va très bien. Mais moi, je m'intéresse à ceux qui sortent du collège sans maîtriser le français, les maths, l'histoire géo. Celui qui ne sait pas lire en arrivant en 6e, crois-tu vraiment qu'il ait besoin qu'on lui apprenne à le dire en anglais? Ne crois-tu pas qu'il aurait mieux valu réformer le CP pour le détecter et l'accompagner quand il apprenait à lire? Crois-tu vraiment que la réforme du primaire, en se focalisant sur les seuls rythmes scolaires, a réglé les vrais problèmes de notre système éducatif? Mais vous savez, moins les contradicteurs sont sûrs de leurs arguments et plus ils sont véhéments, virulents, dans l'invective permanente. Moi, j'aimerais bien qu'on parle, qu'on ait un débat d'idées sincère et honnête sur la réalité de ce qu'est la réforme du collège. Des éditorialistes, des polémistes, des pseudo-intellectuels. Pardonnez-moi, je vais expliquer ce que j'entends par ce terme. Donc, des gens
en effet, s'exprime sur cette question de la réforme du collège sans avoir lu le contenu de cette réforme. Ce qui leur fait, oui, je l'affirme ici haut et fort, ce qui les fait généralement commenter des contre-vérités, des mensonges absolus, avec de la part de certains, bien sûr, cette idée que vous répétez un mensonge 10 fois, il finit par apparaître comme une vérité. Il n'est pas permis de dénoncer l'imposture de cette réforme. Ceux qui le font sont balayés d'un revers de la main, traités de pseudo-intellectuels ou suspectés de ne pas l'avoir lu, de n'avoir que l'invective à la bouche. Ce gouvernement accuse et répète en boucle les mêmes mensonges. Cela n'est pas sans rappeler la réforme de Lysenko dans l'URSS des années 30, qui promettait de régler les problèmes de l'agriculture soviétique. Lysenko avait remis en cause la théorie chromosomique de l'hérédité de Mendel, pourtant unanimement reconnue. Avec le soutien de la Pravda, journal à la solde du pouvoir, il avait promu sa propre théorie, la biologie de classe, qui rejetait la notion de patrimoine génétique jugée réactionnaire par Staline. Il fut décoré héros de l'Union soviétique. Il y eut bien sûr de vrais biologistes pour dénoncer l'imposture, comme le russe Nikolai Vavilov ou le français Jacques Monod. Mais il n'était pas permis de contredire la version officielle. Staline fit arrêter Vavilov, qui mourut en détention. Quant à Jacques Monod, il déchira sa carte du Parti communiste. Il fallut attendre 25 ans pour que l'Académie Lénine des sciences agronomiques reconnaisse en Lysenko le charlatan qu'il était et le démette de ses fonctions en 1965. Combien de temps faudra-t-il pour que ce nouveau lysenkisme soit reconnu pour ce qu'il est ?